vous allez bien. Hop, oui, c'est mon marque-page, mon téléphone. J'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis mardi. Enfin, depuis mardi, non. La dernière fois que j'ai fait le ASMR, c'était mardi. Sinon, on s'est quitté quand? On s'est quitté jeudi sur un jeu d'horreur. Prochain live, ça va, c'est ok. Ce je reprends le taf jeudi. Mais j'ai pas du tout regardé l'heure. Donc je sais pas si je streamerai jeudi. Peut-être tard, on verra. Voilà, on n'est pas pressé. On s'était arrêté où? C'était, je sais plus. Si Malfoy s'était pris un sectus bras de Harry. Et Rogue avait sauvé Malfoy. Et après, Harry a été puni de Quidditch, je crois. Et n'a pas joué le dernier match. Et en a, après sa punition, retrouvé la seule commune. Il a embrassé Ginny qu'ils avaient gagné le match. Voilà. On va commencer directement avec le chapitre 25. À l'écoute de la voyante. Le fait que Harry Potter sorte avec Ginny Weasley semblait lui susciter un grand intérêt dans toute l'école, surtout chez les filles. Mais au cours des semaines qui suivirent, Harry s'aperçut qu'il avait acquis une indifférence nouvelle et joyeuse au ragot. C'était un changement agréable de savoir qu'on parlait de lui pour quelque chose qui le rendait plus heureux que jamais, plutôt qu'à cause d'une horrible histoire de magie noire dans laquelle il était impliqué. On pourrait penser que les gens ont sujet de conversation plus intéressant, dit Ginny dans la salle commune, alors qu'elle lisait la Gazette du sorcier, assise par terre, le dos appuyé contre les jambes de Harry. 3 attaques de détraqueurs en une semaine, et tout ce que Romilda Vane trouve à me demander, c'est s'il est vrai que tu as un hippogriffe tatoué sur la poitrine. Ron et Hermione éclatèrent de rire. Harry les ignora. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que c'était un magyar à pointe, déclara Ginny, tout en tournant négligement une page du journal, beaucoup plus macho. Je te remercie, lança Harry avec un sourire. Tu lui as dit que Ron aussi avait un tatouage? Oui, un boursouflet, mais je n'ai pas précisé où. Ron se revenia, tandis qu'Hermione était prise d'un fou rire. Attention, prévient-il en portant l'index menaçant sur Harry et Ginny. Le fait d'avoir donné ma permission ne signifie pas que je ne puisse pas la retirer. Ta permission, s'exclama Ginny. Depuis quand j'ai besoin de ta permission pour faire quoi que ce soit? De toute façon, tu as toi-même dit que tu préférais Harry à Michael ou à Dean. Et coucou Anne, merci pour ton resub, c'est trop gentil, merci beaucoup. Installe-toi bien du coup. Mais la tolérance de Ron ne bien mis à l'épreuve, tandis qu'on commençait le mois de juin, car le temps que Harry et Ginny pouvaient passer ensemble était de plus en plus restreint. Les bus de Ginny approchaient, l'obligeant à réviser jusqu'à une heure tardive. Loin des soirs où elle était retirée dans la bibliothèque, Harry était resté assis près de la fenêtre dans la salle commune, apparemment occupé à terminer un devoir de botanique. Mais en réalité, il revivait dans sa tête les moments particulièrement heureux qu'il avait passés avec elle au bord du lac, à l'heure du déjeuner. Soudain, Hermione se laissa tomber sur un fauteuil, entre Ron et lui, en affichant un air décidé qui n'annonçait rien de bon. Je veux te parler. Ah, de quoi? Demanda-t-il soupçonneux. Ça va, c'est assez. La veille déjà, elle lui avait vertement reproché de distraire Ginny au moment où elle aurait dû travailler plus que jamais pour préparer ses examens. Du soi-disant prince de sang mêlé. Ah non, pas encore, gémit-il. Tu ne pourrais pas arrêter un peu, s'il te plaît. Et il n'avait pas osé retourner dans la salle sur demande pour récupérer son livre, et ses performances au cours de potions s'en étaient ressenties, bien que Slughorn, qui approuvait le choix de Ginny, ait plaisanté en attribuant cette soudaine faiblesse au tourment de l'amour. Harry était persuadé que Rogue n'avait pas abandonné l'espoir de mettre la main sur le livre du prince
et il était donc décidé à le laisser là où il se trouvait tant que Rogue serait là à l'affût. Non, je n'arrêterai pas que tu m'aies écouté, dit fermement Hermione. J'ai essayé de découvrir un peu qui pourrait bien s'amuser à inventer des maléfices pour passer le temps. Il ne faisait pas ça pour s'amuser. Comment sais-tu que c'est il? On en a déjà parlé, répliqua Harry avec colère. Le prince, Hermione, le prince. C'est ça, s'exclama Hermione. Les joues embrasées de taches rouges, elle sortit de sa poche une vieille coupure de journal qu'elle posa sur la table d'un geste sec, sous les yeux de Harry. Regarde un peu, regarde cette photo. Harry prit le morceau de papier craquelé et contempla la photo mouvante jaunie qui y était. Ron se pencha à son tour pour y jeter un coup d'œil. L'image montrait une jeune fille maigrichonne d'une quinzaine d'années. Elle n'était pas très belle, avec un long visage au teint pâle barré de gros sourcils qui paraissaient à la fois maussades et courroucés. Au-dessus, une légende indiquait Aileen Prince, capitaine de l'équipe des Bave-Poules de Poudlard. Et alors, demanda Harry, en parcourant le bref article qui accompagnait la photo. Il s'agissait d'une histoire sans aucun intérêt concernant des compétitions entre écoles. Elle s'appelait Aileen Prince. 250 € la facture. C'est ok. Comment ça, la facture de quoi? J'ai pas compris. Tu penses que c'était elle, le prince de sang mêlé? La facture sur le jeu. Ah bah ça va, c'est ok, tranquille. Et pourquoi pas, Harry? Il n'y a pas de véritable prince dans le monde des sorciers. Ou bien c'est un surnom, un titre inventé que quelqu'un s'est donné. Ou bien ce pourrait être un nom de famille. Écoute-moi, imaginons que son père soit un sorcier du nom de Prince et que sa mère soit Moldu. Ça ferait d'elle une prince de sang mêlé. Ouais, très ingénieux, Hermione. Mais c'est vrai, peut-être qu'elle est fière d'être à moitié prince. Écoute, Hermione, je suis sûre que ce n'est pas une fille, j'en suis certain. La vérité, c'est que pour toi, une fille ne pourrait pas être aussi intelligente, répliqua Hermione avec colère. Tu crois vraiment qu'après t'avoir fréquenté pendant 5 ans, je pourrais encore penser que les filles ne sont pas intelligentes, protesta Harry, piqué au vif. C'est simplement la façon dont il écrit qui me fait dire ça. Je sais que le prince est un garçon, je le vois bien. Cette fille n'a rien à voir dans l'histoire. Et d'abord, tu l'as trouvée où, cette coupure? À la bibliothèque, répondit Hermione. Comme on pouvait s'y attendre, il y a toute une collection d'anciens numéros de la Gazette là-bas. Je vais essayer d'en savoir plus. J'ai envie de dire lui. Amuse-toi bien, dit Harry agacé. Compte sur moi, et la prochaine chose que je vais faire, lança-t-elle, lorsqu'elle fut arrivée devant le trou du portrait, c'est consulter les listes des anciens élèves qui ont eu des prix en potion. Harry la regarda sortir, les sourcils froncés, puis se plongea à nouveau dans la contemplation du ciel qui s'assombrissait. Elle n'a jamais pu supporter que tu sois meilleur qu'elle en potion, commenta Ron, en retournant à sa lecture des 1000 herbes et champignons magiques. Tu ne crois pas que je suis fou de vouloir récupérer ce livre? Bien sûr que non, affirma Rogue avec vigueur. C'était un génie, ce prince. En tout cas, sans son conseil sur le bezoar. D'un geste éloquent, il passa un doigt en travers de la gorge. Je ne serai plus là pour en parler. Je ne prétends pas que le maléfice dont tu t'es servi contre Malfoy soit vraiment remarquable. Recommandable, pardon. Moi non plus, dit aussitôt Harry. Mais il s'en est très bien remis, non? Il était sur pied en un rien de temps. Oui, admit Harry. C'était parfaitement vrai, mais sa conscience n'en était pas moins un peu troublée, grâce à Rogue. Tu as toujours une retenue avec lui samedi? Demanda Ron. Oui, et le samedi d'après, soupira Harry. Il me laisse même entendre que si je n'ai pas terminé toutes les boîtes à la fin du trimestre, on continuera l'année prochaine. Ok, Anna. Il trouvait ses retenues d'autant plus insupportables qu'elles réduisaient encore plus le temps déjà limité qu'il pouvait passer avec Ginny. Dernièrement,
Il s'était souvent demandé si Rogue n'était pas au courant de leur relation, car il le gardait de plus en plus tard à chaque fois et lançait des petites réflexions chargées de sous-entendus sur les occasions que Harry manquait de profiter du beau temps et de diverses possibilités qu'il offrait. L'apparition de Jimmy Bakes, qui lui tendait un rouleau de parchemin, l'arracha à ses sombres pensées. Merci Jimmy. Hey, c'est Dumbledore, annonça Harry surexcité, en déroulant le parchemin qu'il parcourut rapidement. Il veut que j'aille dans son bureau le plus vite possible. Il échangea d'un regard avec Ron. Tu crois que... murmura celui-ci. Il aurait trouvé. Le mieux c'est d'aller voir Ron, dit Harry, en se levant d'un bond. Il se dépêcha de sortir et parcourut le 7e étage à toutes jambes, sans rencontrer personne d'autre que Peeves, qui filait dans la direction opposée et lui lança quelques morceaux de craie par simple routine. Avec un petit rire, il esquiva le maléfice de défense que lui jeta Harry, puis disparut. Le silence revint aussitôt dans le couloir. Il n'y avait jamais plus d'1 quart d'heure avant le couvre-feu, et la plupart des élèves étaient déjà retournés dans la salle commune. Harry entendit alors un hurlement, suivi d'un bruit de chute, et il s'immobilisa, tendant l'oreille. « Comment osez-vous » La voix venait d'un couloir proche. Harry se rua en avant, sa baguette brandie, tourna à l'angle d'un mur. Le professeur Trelawney étalé par terre, la tête recouverte de l'un de ses nombreux châles, des bouteilles de Xerxes à côté d'elle, dont l'une s'était brisée sous le choc. « Professeur !» Harry se précipita et l'aida à se relever. Quelques-unes des perles étincelantes qu'elle portait au cou s'étaient emmêlées dans ses lunettes. Elle hoqueta bruyamment, s'arrangea les cheveux et s'appuya sur le bras secourable de Harry pour se remettre debout. « Que s'est-il passé, professeur ?» « Allez savoir, répondit-elle d'une voix perçante. Je marchais en méditant sur certains mauvais présages dont il me trouve que j'ai eu connaissance. » Mais Harry ne l'écoutait guère. Il venait de reconnaître sur sa droite la tapisserie représentant la danse des trolls et sur sa gauche la surface libre et lisse et imperméable derrière laquelle se cachait. « Professeur, vous avez essayé de pénétrer dans la salle sur demande. » Des présages qu'il m'a été donné de quoi ? Elle eut soudain le regard fuyant. « La salle sur demande, répéta Harry. Avez-vous essayé d'y pénétrer ? Eh bien, j'ignorais que les élèves connaissaient... Pas tous, précisa Harry. Mais qu'est-ce-t-il arrivé ? Vous avez crié comme si vous vous étiez blessé. Dit le professeur Trelawney. Elle resserra ses châles autour d'elle et un geste de défense et le fixa. Je souhaitais entreposer certains objets personnels dans la salle. Je vais éternuer tout à l'heure. Ah, on a alors quelque chose à propos d'ignobles accusations. Je comprends, dit Harry en jetant un coup d'œil aux bouteilles de Xerxes, mais n'a pas pu entrer pour le cacher. Il trouva cela très bizarre. La salle s'était pourtant ouverte pour lui quand il avait voulu y déposer le livre du prince de sang mêlé. « Oh si, j'y suis entré, » répondit le professeur Trelawney, qui regardait le mur d'un œil noir. Mais il y avait déjà quelqu'un à l'intérieur. « Quelqu'un à l'intérieur qui ?» interrogea Harry d'une voix pressante. « Qui était là ?»« Je n'en ai aucune idée, » répondit le professeur Trelawney, quelque peu interloqué sur le ton impérieux de Harry. Je me suis avancé dans la pièce et j'ai entendu une voix, ce qui ne s'était encore jamais produit depuis des années que j'utilise cette salle. Une voix qui disait quoi ? Il ne me semble pas qu'elle disait quoi que ce soit. Elle lançait plutôt des cris de joie. Des cris de joie ? Une véritable jubilation, assura le professeur Trelawney avec un hochement de tête. Harry la regarda dans les yeux. Une voix d'homme ou de femme ?
si la personne était en train de célébrer quelque chose. Exactement. Et ensuite, j'ai demandé qui est là. Vous n'auriez pas pu savoir qui c'était sans poser la question, demanda Harry, légèrement contrarié. Mon troisième œil, répondit le professeur Trelawney, d'un ton digne, en rajustant ses châles et ses nombreuses ordes de perles, était concentré sur des sujets bien plus éloignés du monde bassement matériel où ressentiment les cris de joie. C'est ça, dit Harry. Il n'avait pas trop souvent entendu parler du troisième œil du professeur Trelawney. Et la voix vous a répondu. Non. Soudain, la salle a été plongée dans l'obscurité et j'ai été jeté dehors, tête la première. Vous n'avez rien vu venir, demanda Harry, incapable de tenir. Non, car, comme je vous l'ai dit, l'obscurité. Elle s'interrompit et lui lança un regard soupçonneux. Je pense que vous devriez en parler, professeur Dumbledore conseilla. Nous devons savoir ce que Malfoy célébrait, je veux dire, la personne qui vous a jeté hors de la salle. En entendant cette suggestion, le professeur Trelawney, à la grande surprise de Harry, se redressa d'un air hautain. Le directeur m'a laissé entendre qu'il souhaitait voir mes visites s'espacer, répliqua-t-elle avec froideur. Je n'ai pas pour habitude d'imposer ma compagnie aux gens qui ne l'apprécient guère, si Dumbledore choisit d'ignorer les avertissements que je lui dis dans les cartes. Ses doigts osseux se refermèrent brusquement sur le poignet de Harry. À chaque fois, quelle que soit la façon dont je le tire, d'un geste théâtral, elle sortit une carte de sous ses châles. La maison de Dieu apparaît, murmura-t-elle. La tour frappée par la foudre. Calamité, désastre, qui se rapproche toujours un peu plus. C'est ça, répéta Harry. Eh bien, je crois quand même que vous devriez raconter à Dumbledore l'histoire de cette voix, de l'obscurité soudaine et de votre expulsion de la salle. Vous pensez vraiment? Le professeur Trelawney semblait réfléchir un moment, mais était sûr que l'idée de faire à nouveau le récit de sa petite aventure la séduisait. Je vais justement le voir maintenant, dit Harry. J'ai rendez-vous avec lui. Nous pourrions y aller ensemble. Bon, dans ce cas, répondit-elle avec un sourire. Elle se pencha, ramassa ses bouteilles d'Oxercès et les bourra sans cérémonie dans un grand vase bleu et blanc, exposé à une niche blanche. Je regrette de ne plus vous avoir dans ma classe, Harry, dit-elle d'un ton ému, tandis qu'ils repartaient ensemble dans le couloir. Vous n'étiez pas vraiment un brillant, mais vous étiez un merveilleux sujet. Harry ne répondit pas. Il avait toujours détesté le professeur Trelawney, le prendre pour sujet de ses prédictions en lui promettant sans cesse les plus grands malheurs. J'ai bien peur, poursuivit-elle, que le centaure, ne sache rien de la cartomancie. Je lui ai demandé, entrevoyant, si lui aussi avait senti la moindre vibration d'une catastrophe imminente. Mais il a eu l'air de me trouver presque comique. Oui, comique. Sa voix était devenue quasiment hystérique, si bien qu'elle ait laissé les bouteilles derrière elle. Harry sentit une bouffée d'Oxercès. Le cheval a peut-être entendu dire qu'il n'avait pas hérité du don de mon arrière-grand-mère. Pendant des années, ces rumeurs ont été colportées par des jaloux. Vous savez ce que je réponds à ces gens-là? Je leur réponds. Croyez-vous que Dumbledore m'aurait laissé enseigner dans sa prestigieuse école, qu'il m'aurait accordé une telle confiance pendant toutes ces années, si je n'avais pas fait mes preuves près de lui? Harry marmonna quelques mots indistincts. Je me souviens très bien de ma première entrevue avec Dumbledore, poursuivit le professeur Trelawney, d'une voix gutturale. Il a été profondément impressionné. Bien sûr, profondément impressionné. Je séjournais à la tête du Sanglier, un établissement que je ne recommande pas, soit dit en passant. Figurez-vous, mon cher, qu'il y a des punaises dans les lits. Mais mes finances étaient au plus bas. Dumbledore a eu la courtoisie de me rendre visite dans ma chambre à l'auberge. Il m'a posé des questions. Je dois avouer qu'au début, il m'a semblé assez mal disposé à l'égard de la divination. Et je me souviens que je me suis senti un peu bizarre tout à coup. Je n'avais pas mangé grand-chose ce jour-là. Mais à ce moment,
Pour la première fois, Harry l'écouta attentivement, car il savait ce qu'il s'était passé ensuite. Le professeur Trelawney avait une prophétie qui devait entièrement changer le cours de sa vie. La prophétie sur lui et Voldemort. Mais à ce moment, nous avons été grossièrement interrompus par Severus Rogue. Quoi? Oui. Il y eut une grande agitation derrière la porte. Elle s'est ouverte d'un coup, et le barman de l'établissement, un personnage assez frustré, est apparu, avec Rogue qui prétendait s'être tombé de chemin. Mais moi, je pense plutôt qu'il avait été surpris en train d'écouter ma conversation avec Dumbledore. Vous comprenez, lui aussi cherchait un emploi à l'époque, et il espérait sans doute obtenir quelques informations. Après cela, voyez-vous, Dumbledore apparut plus disposé à me confier un poste, et je n'ai pas pu m'empêcher de songer que c'était parce qu'il avait su apprécier le contraste frappant entre mon attitude réservée, mon talent manifeste mais discret, et le comportement agressif, arrogant de ce jeune homme qui était prêt à écouter pour parvenir à ses fins. Harry, mon cher. Elle regarda par-dessus son épaule après s'être rendu compte que Harry n'était plus à côté d'elle. Elle s'était arrêtée net et se trouvait à présent 3 mètres en arrière. Harry, répéta-t-elle incertaine. Peut-être avait-il le teint pâle pour qu'elle l'air si inquiète, si effrayée. Harry demeura immobile, tandis que des ondes de choc le submergeaient, comme une succession de vagues, effaçant tout de son esprit en dehors de cette information qui lui avait été si longtemps cachée. C'était Rogue qui avait entendu la prophétie en écoutant aux portes. Rogue qui était allé la répéter à Voldemort. C'était à cause de Rogue et de Peter Pettigrew que Voldemort était parti pour tuer Lily, James et leur fils. En cet instant, plus rien d'autre n'avait d'importance pour Harry. Harry, dit à nouveau le professeur Trelawney. Ah, je crois que nous devrions aller voir le directeur ensemble. Restez ici, répondit-il. Non, à peine à remuer. Mais, mon cher, je voulais lui raconter comment j'avais été agressé sur la salle sur... Restez ici, répéta Harry avec colère. Elle parut alarmée lorsqu'il passa devant elle en courant, avant de disparaître dans le couloir où la gargouille solitaire gardait l'entrée du bureau de Dumbledore. Harry cria le mot de passe et monta 4 à 4 l'escalier mobile. Il ne se contenta pas de frapper à la porte, mais tamboura de toutes ses forces. Entrez, répondit la voix calme de Dumbledore, alors que Harry s'était déjà précipité dans la pièce. Fumesac, le phénix, tourna la tête, ses yeux noirs et brillants, reflétant la lueur dorée du soleil couchant, de l'autre côté de la fenêtre. Dumbledore, debout devant la vitre, contemplait le parc, une longue cape noire sur le bras. « Eh bien, Harry, je t'avais promis que tu pourrais venir avec moi. » Pendant un instant, Harry ne comprit pas. La conversation avec Trelawney avait chassé de sa tête toute autre pensée et son cerveau paraissait fonctionner au ralenti. « Venir avec vous. Seulement si tu le souhaites, bien sûr. Si je... » Harry se souvint alors de la première raison pour laquelle il avait été si impatient de rejoindre Dumbledore dans son bureau. « Vous en avez trouvé un. Vous avez découvert un Horcrux. Je le crois. » La rage et le ressentiment combattaient en lui, la surprise et l'excitation. Pendant un moment, Harry fut incapable de parler. « Il est normal d'éprouver de la crainte, dit Dumbledore. »« Je n'ai pas peur, répliqua aussitôt Harry. C'était parfaitement vrai. La peur était absente des émotions qu'il ressentait. De quel Horcrux s'agit-il? Où est-il? Quel Horcrux? Je l'ignore, mais je pense que nous pourrons exclure le serpent. Je suis convaincu, en tout cas, qu'il est caché dans une caverne sur la côte, très loin d'ici. Une caverne que j'essaye depuis bien longtemps localiser. Je suis désolé pour les bruits. Celle où le Tom Jedusor a un jour terrorisé 2 de ses camarades de l'orphelinat lors de leur excursion annuelle, tu te souviens? Oui, dit Harry. Comment est
tiendrai cette promesse. Mais j'aurais grand tort de ne pas t'avertir des extrêmes dangers de cette expédition. Je reviens, répondit Harry, presque avant que Dumbledore ait fini sa phrase. Il bouillait de fureur contre Rogue et son désir de se lancer dans une action risquée, téméraire même, avait décuplé en quelques minutes. Apparemment, le visage de Harry trahissait ce sentiment, car Dumbledore s'écarta de la fenêtre et s'avança vers lui pour le regarder avec plus d'attention, un léger pli entre ses sourcils argentés. Qu'était-il arrivé? Rien, affirma Harry. Pourquoi es-tu si bouleversé? Je ne suis pas bouleversé. Harry, tu n'as jamais été un très bon culot. Le mot fut l'étincelle qui fit exploser sa fureur. Rogue, s'exclama-t-il d'une voix retentissante. Derrière eux, Fumsec lança un léger cri. Rogue, voilà ce qui m'est arrivé. C'est lui qui a rapporté la prophétie à Voldemort, lui qui a écouté à la porte. Trelawney me l'a dit. L'expression de Dumbledore ne changea pas, mais Harry eut l'impression qu'il avait pâli. Sous la lueur rouge sang que projetait le soleil couchant. Pendant un long moment, il resta silencieux. Quand as-tu découvert cela? Demanda-t-il enfin. Il y a quelques instants, répondit Harry, qui avait les plus grandes difficultés à ne pas hurler. Soudain, il fut impossible de se contenir plus longtemps. Et vous lui avez permis d'enseigner ici, alors que c'est lui qui a lancé Voldemort sur les traces de ma mère et de mon père. La respiration haletante, comme s'il était en plein combat, Harry se détourna de Dumbledore qui n'avait toujours pas remué un muscle. Et il vit le sang battre dans la pièce, frottant les jointures de ses doigts, se retenant à grande peine de tout renverser sur son passage. Il aurait voulu déchaîner sa rage contre Dumbledore, mais il voulait aussi l'accompagner dans sa tentative de détruire l'Horcrux. Il aurait voulu lui dire qu'il était un vieillard imbécile pour avoir accordé sa confiance à Rogue, mais il avait très peur que Dumbledore renonce à l'emmener avec lui s'il ne parvenait pas à maîtriser sa colère. Harry, dit alors Dumbledore à voix basse, veux-tu bien m'écouter s'il te plaît? Il eut autant de mal à cesser d'arpenter la pièce et à s'empêcher de hurler. Et il s'arrêta enfin, se mordant la lèvre, et regarda en face le visage ridé de Dumbledore. Le professeur Rogue a commis une terrible. Ne me dites pas que c'était une erreur, monsieur. Il était à la porte. Il écoutait à la porte. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Dumbledore attendit que Harry ait acquiescé d'un bref signe de tête avant de poursuivre. Le professeur Dumbledore a commis une terrible erreur. Il était toujours au service de Lord Voldemort le soir où il a entendu la de la prophétie du professeur Trelawney. Naturellement, il s'est hâté d'en rapporter les termes à son maître, puisque celui-ci a été concerné en premier chef. Mais il ne savait pas, il n'y avait aucun moyen de le savoir, quel était le garçon que Voldemort devait éliminer. Il ne savait pas non plus que les parents qu'il allait tuer dans sa quête meurtrière étaient des personnes que le professeur connaissait. Il ignorait qu'il s'agissait de ta mère et de ton père. Harry éclata d'un rire sans joie. Il haïssait mon père autant qu'il haïssait Sirius. N'avez-vous jamais remarqué, professeur, comme les gens que déteste Rogue ont une très nette tendance à mourir prématurément? Tu n'as aucune idée du remords qu'a éprouvé le professeur Rogue. Lorsqu'il a compris comment Lord Voldemort avait interprété la prophétie, Harry, je suis persuadé que c'est le plus grand regret de sa vie et la raison pour laquelle il est retourné. Mais lui est nullement, n'est-ce pas, monsieur? L'interrompit Harry, dont la voix tremblait sous les efforts pour la maîtriser. Et Voldemort n'est-il pas convaincu que Rogue est de son côté? Encore maintenant, professeur, comment pouvez-vous être certain que Rogue est dans notre camp? Dumbledore resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait avant de prendre une décision. Enfin, il répondit. J'en suis sûr, j'ai entière confiance en Severus Rogue. Harry respira profondément pour essayer de se calmer, sans succès.
de cela, Harry, coupa Dumbledore, l'air à nouveau sévère. Je t'ai exposé mon point de vue. Vous quittez l'école cette nuit et je parie que vous n'avez même pas envisagé que Rogue et Malfoy puissent décider. Décider quoi? Interrogea Dumbledore en haussant les sourcils. Qu'est-ce que tu les soupçonnes de faire exactement? Il prépare quelque chose, affirma Harry en resserrant les poings. Le professeur Trelawney est entré tout à l'heure dans la salle sur demande pour essayer d'y cacher des bouteilles d'Exercès, et elle a entendu Malfoy pousser des cris de joie comme s'il célébrait une victoire. Il essayait de préparer un projet dangereux là-dedans, et si vous voulez mon avis, il a enfin réussi, alors que vous vous apprêtez à quitter l'école sans assez, interrompit Dumbledore. Il a parlé d'une voix très calme, et pourtant, Harry se tut à l'instant. Il savait qu'il avait fini par franchir la ligne invisible. Crois-tu que j'ai laissé une seule fois l'école sans protection au cours de mes absences? Ce soir, quand je partirai, des mesures supplémentaires seront encore mises en place. N'essaye pas, je t'en prie, d'insinuer que je ne me prends pas au sérieux la sécurité de mes élèves, Harry. Je n'ai pas dit que... marmonna Harry, un peu honteux. Mais Dumbledore l'interrompit. Je ne souhaite pas parler plus longtemps de ce sujet. Harry ravala sa réplique, craignant d'être allé trop loin et d'avoir perdu toute chance d'accompagner Dumbledore. Mais celui-ci reprit. Veux-tu venir avec moi ce soir? Oui, répondit aussitôt Harry. Très bien, alors écoute. Dumbledore se redressa de toute sa taille. Je ne t'emmène qu'à une seule condition, que tu obéisses immédiatement et sans la moindre discussion à toute instruction que je pourrais te donner, bien sûr. Comprenons-nous bien. Je veux dire par que tu dois même obéir à des ordres tels que fuis, cache-toi ou retourne en arrière. J'ai ta parole. Oui, bien sûr. Si je te dis de te cacher, tu le feras. Oui. Si je t'ordonne de fuir, tu obéiras. Oui. Si je te dis de me laisser et de te sauver tout seul, tu m'écouteras. Ils se regardèrent pendant un moment. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, je voudrais que tu ailles chercher ta cape d'invisibilité et que tu me retrouves dans 5 minutes dans le hall d'entrée. Dumbledore se retourna pour regarder au dehors, à être embrasé par le crépuscule. Le soleil n'était plus qu'une lueur couleur rubis au long de la ligne d'horizon. Ça de quitter le bureau et descendit l'escalier en colimaçon. Tout à coup, il avait l'esprit étrangement clair et il savait exactement ce qu'il devait faire. Lorsqu'il revint dans la salle commune, il trouva Ron et Hermione assis côte à côte. Qu'est-ce que voulait Dumbledore? Demanda aussitôt Hermione. Harry, ça va? Dit-elle d'un ton anxieux. Ça va très bien, répondit brièvement Harry en passant très vite devant eux. Il se rua dans l'escalier, puis dans le dortoir où il ouvrit à la volée le couvercle de sa grosse valise dans laquelle il prit une carte du maraudeur et une paire de chaussettes roulées en boule. Puis il redescendit dans la salle commune en dévalant les marches, s'arrêtant dans une glissade devant Ron et Hermione visiblement abasourdis. Je n'ai pas beaucoup de temps, dit-il d'une voix haletante. Dumbledore pense que je suis venu chercher ma cape d'invisibilité. Écoutez. Il leur raconta en quelques mots où il allait et pourquoi, sans tenir compte des exclamations horrifiques d'Hermione ni des questions précipitées de Ron. Ils pourraient toujours imaginer les détails eux-mêmes un peu plus tard. Vous comprenez ce que ça signifie, acheva Harry en parlant très vite. Dumbledore ne sera pas là, lui, donc Malfoy aura à nouveau le champ libre pour agir. Non, écoutez-moi, lança-t-il avec colère en voyant Ron et Hermione sur le point de l'interrompre. Je sais que c'était Malfoy qui poussait des cris de joie dans la salle sur demande. Tiens, il fourra la carte du maraudeur de la main d'Hermione. Il faut le surveiller et surveiller Rogue aussi. Prenez avec vous tous les membres de l'AD que vous pourrez rassembler. Hermione, des faux galions qui servaient à donner des rendez-vous, doivent toujours marcher, non? Dumbledore dit qu'il a pris des mesures de protection supplémentaires, mais si Rogue est dans le coup,
Il les connaît et sait comment les déjouer. Seulement, il ne s'attendra pas à ce que vous soyez tous en alerte. Harry, commença Hermione les yeux écarquillés de terreur. Je n'ai pas le temps de discuter, répliqua-t-il sèchement. Ça aussi. Il mit les chaussettes dans la main de Ron. Merci, dit Ron. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de chaussettes? Tu auras besoin de ce qu'il y a dedans. C'est le Félix Felicis. Vous le partagerez. Donnez-en aussi à Ginny. Dites-lui au revoir de ma part. Il faut que j'y aille. Non, s'exclama Hermione tandis que Ron, impressionné, sortait le petit flacon de potion dorée. Nous n'en voulons pas, garde-le. Qui sait ce que tu devras affronter? Je n'ai rien à craindre. Je serai avec Dumbledore, répondit Harry. Et il repartit, se glissant à travers le trou du portrait pour filer en direction du hall d'entrée. Dumbledore l'attendait devant les portes de chêne, et il se retourna alors que Harry surgissait de la plus haute marche de pierre, le souffle court, un point de côté, lui déchirant le flanc. « Je voudrais que tu mettes ta cape, s'il te plaît, dit Dumbledore. Il attendit que Harry s'en soit enveloppé, avant d'ajouter. Très bien, on y va. Dumbledore descendit les marches, sa cape de voyage remuant à peine dans l'air immobile de l'été. Sous sa cape d'invisibilité, Harry, toujours haletant, ruisselait de sueur, se hâtait à côté de lui. Que va-t-on penser si on vous voit partir, professeur demanda-t-il, pensant à Malfoy et à Rogue. Que je suis allé boire un verre à Préola, répondit Dumbledore d'un ton léger. Il m'arrive parfois d'honorer Rosmerta de ma clientèle. De sa clientèle, je pense. Ou de faire un tour à la tête du sanglier, en apparence tout du moins. C'est une manière comme une autre de dissimuler ma véritable destination. Ils suivirent l'allée dans la nuit qui commençait à tomber autour d'eux. L'herbe tiède, l'eau du lac et le feu de bois dans la fumée s'élevaient de la cabane de Hagrid, embaumaient l'atmosphère. On aurait eu du mal à croire qu'ils s'apprêtaient à affronter quelque chose de dangereux ou d'effrayant. Professeur, dit Harry à voix basse, lorsque le portail se dessinait au bout de l'allée. Allons-nous transplaner? Oui, répondit Dumbledore. Je crois que tu y arrives maintenant. Oui, mais je n'ai pas encore mon permis. Il préférait être franc. Que se passerait-il s'il cachait tout en se retrouvant à 500 km de l'endroit où il était censé se rendre? Ça ne fait rien, assura Dumbledore. Je peux t'aider à nouveau. Ils franchirent le portrait et s'engagèrent sur la route déserte de Préola, dans les dernières lueurs du crépuscule. L'obscurité gagnait rapidement à mesure qu'ils avançaient, et quand ils atterrirent dans la grande rue, la nuit tombait debout. Des lumières scintillaient aux fenêtres, au-dessus des boutiques, lorsqu'ils s'approchèrent des 3 balais, et ils entendirent des éclats de voix retentissants. « Et ne remets plus jamais les pieds ici !» hurlait Smerta, en expulsant avec vigueur un sorcier à l'aspect crasseux. « Oh, bonsoir Albus, vous sortez bien tard. Bonsoir Rosmerta, bonsoir. Pardonnez-moi, mais je vais à la tête du sanglier. Ne m'en veuillez pas. J'ai simplement envie d'une atmosphère un peu plus tranquille ce soir. » Une minute plus tard, ils tournèrent à l'angle de la petite rue, où l'enseigne de la tête de sanglier grinçait un peu, malgré l'absence de vent. À la différence des 3 balais, le pub était complètement vide. « Nous n'aurons pas besoin d'entrer, » murmura Dumbledore en jetant des regards autour de lui. « Du moment que personne ne nous voit partir. Prends-moi le bras, Harry. Inutile de serrer trop fort. Je ne ferai que te guider. À 3. Attention. 1, 2, 3. » Harry se tourna et éprouva aussitôt cette horrible impression de s'enfoncer dans un épais tuyau de caoutchouc. Il ne parvenait plus à respirer. Chaque partie de son corps était comprimée, presque au-delà du supportable. Enfin, au moment où ils étaient sur le point d'étouffer, les bandelettes invisibles semblaient se déchirer et il retourna au bout d'un endroit froid, obscur, respirant à plein poumon des bouffées d'air
et salé. Il était très petit ce chapitre. Je suis désolée si par moment j'ai beaucoup de mal à lire, mais c'est très émouvant. Du coup, c'est compliqué que ma voix ne tremble pas trop. Donc, si je prends un peu de temps, des fois, voilà. Je pense que ce chapitre-là va être aussi compliqué, bien que le pire ce soit la semaine prochaine, je pense. Oui. Let's go. Chapitre 26. La caverne. Harry sentait une odeur de sel et entendait des vagues déferler. Une petite brise fraîche lui ébouriffa les cheveux lorsqu'il contempla devant lui une mer éclairée par la lune et un ciel parsemé d'étoiles. Il se tenait sur des hauts rochers sombres et saillis, au-dessus d'une eau bouillante d'écume. Il jeta un regard derrière lui et vit une importante falaise à la pente verticale, noire et lisse. Quelques gros rochers semblables à celui sur lequel il avait atterri aux côtés de Dumbledore semblaient bien détachés de la falaise, dans un passé lointain. C'était une vision austère, désolée. Aucun arbre, aucune étendue d'herbe ou de sable, ne venait adoucir ce paysage de mer et de roc. Qu'en penses-tu ? Interrogea Dumbledore. On aurait dit qu'il demandait à Harry s'il estimait que l'endroit pouvait convenir à un pique-nique. Ils ont amené les enfants de l'orphelinat ici, s'étonna Harry, qui ne pouvait imaginer de lieu moins accueillant pour une excursion. Pas ici exactement, répondit Dumbledore. Il y a une sorte de village un peu plus loin sur les falaises. Je pense qu'on y a emmené les enfants pour qu'ils respirent un peu d'air marin et puissent regarder les vagues. Seul Tom Jedusor et ses jeunes victimes ont visité cet endroit. Aucun moldu ne pourrait atteindre ce rocher sans être alpiniste. Et les bateaux ne peuvent pas approcher des falaises. Les eaux y sont trop dangereuses. J'imagine que Jedusor est descendu ici par des moyens magiques, beaucoup plus efficaces que des cordes. Et sans doute a-t-il emmené les deux autres enfants avec lui, pour le seul plaisir de les terroriser. Le simple trajet jusqu'ici y aurait suffi, tu ne crois pas ? Harry leva à nouveau les yeux vers la falaise et eut la chair de poule. Mais sa destination finale, qui est aussi la nôtre, se trouve un peu plus loin. Viens. Dumbledore fit signe à Harry de le suivre tout au bord du rocher, où de petites cavités, aux contours pointus, permettaient de poser le pied pour descendre sur des rocs à la surface arrondie, à moitié enfoncés dans l'eau et plus proche de la falaise. La descente était périlleuse et Dumbledore, quelque peu gêné par sa main brûlée, progressait lentement. En bas, les rochers étaient plus glissants par la mer. Harry sentit la fraîcheur des embruns lui fouetter le visage. Lumos, dit Dumbledore, qui atteignit le roc qui se trouvait de plus près de la falaise. Des milliers de petits points de lumière dorée étincelaient à la surface obscure de l'eau, au point de l'endroit où il s'était accroupi. À côté de lui, la paroi de roche noire fut elle aussi illuminée. « Tu vois » murmura Dumbledore en levant un peu sa baguette. Harry distingua dans la falaise une abruptosité à l'intérieur de laquelle une eau sombre tourbillonnait. « Ça ne te dérange pas d'être un peu mouillé ?»« Non, » répondit Harry. Comme s'il allait répondre oui vers demi-tour. Alors enlève ta cape d'invisibilité, tu n'en auras pas besoin pour l'instant, et plongeons. Avec la soudaine agilité d'un homme beaucoup plus jeune, Dumbledore se laissa glisser dans la mer et se mit à nager, une brasse parfaite en direction de la crevasse, sa baguette allumée entre ses dents. Ah, enleva sa cape, la fourra dans sa poche et l'imita. L'eau était glacée, les vêtements trempés de Harry ondulaient autour de lui et l'attiraient vers le fond. Prenant de profondes inspirations, les narines remplies d'une odeur de sel et d'algues, il s'efforça de suivre la lueur brillante qui diminuait, en s'enfonçant plus profondément à l'intérieur de la falaise. La crevasse s'ouvrit bientôt sur un tunnel obscur que l'eau devait remplir à marée haute, songea Harry. Les bancs qui laissaient entre elles un espace d'à peine 1 mètre lui
luisait comme du goudron humide au passage de la lumière que diffusait la baguette de Dumbledore. Un peu plus loin, le passage tournait vers la gauche et Harry vit qu'il se prolongeait au cœur de la falaise. Il continua de nager dans le sillage de Dumbledore, les extrémités engourdies de ses doigts, effleurant les parois rugueuses et mouillées. Enfin, Dumbledore émergea de l'eau. Ses cheveux argentés et sa robe sombre brillaient de la lumière de la baguette. Parvenu au même endroit, Harry découvrit les marches qui menaient dans la vaste caverne. Il les grimpa péniblement, l'eau ruisselant de ses vêtements, et arriva, secoué de tremblements incontrôlables, dans un air glacé et immobile. Dumbledore était au milieu de la caverne, tenant haut sa baguette, tandis qu'il tournait lentement sur place, examinant les parois et le plafond. « C'est bien là, dit-il. Comment le savez-vous » demanda Harry dans un murmure. « De la magie a été pratiquée dans cette caverne, » répondit simplement Dumbledore. Harry aurait été incapable de dire si ces frissons étaient dus au froid qui le pénétrait jusqu'à la moelle ou aux enchantements dont il lui était lui aussi conscient. Il observa Dumbledore qui continuait de tourner sur place, se concentrant sur des choses que Harry ne pouvait percevoir. « Nous ne sommes que dans l'antichambre. Le hall d'entrée, expliqua Dumbledore au bout d'un moment. Nous devons pénétrer au même de ces lieux. À présent, ce sont les obstacles dressés par Lord Voldemort qui sont sur notre chemin, pas ceux créés par la nature. » Dumbledore s'approcha de la paroi et en caressa la surface du bout de ses doigts noircis, murmurant des mots dans une langue étrange que Harry ne comprenait pas. À 2 reprises, il fit le tour de la caverne, tâtant la roche brute partout où il le pouvait, s'arrêtant parfois, passant les doigts dans un sens puis dans l'autre, à un endroit particulier jusqu'à ce qu'il s'immobilise enfin, la main plaquée contre la pierre. « Ici, dit-il, c'est par là. L'entrée est cachée. » Harry ne lui demanda pas comment il le savait. Il n'avait encore jamais vu un sorcier élucider un enchantement en se contentant de regarder et de toucher, mais il avait depuis longtemps appris que produire des détonations et de la fumée était plus souvent le marque d'inaptitude que de la compétence. Dumbledore s'écarta de la paroi et pointa sa baguette sur la surface rocheuse. Pendant un moment, une arcade se dessina et une ligne blanche éclatante, comme si une puissante lumière brillait derrière une fissure. « Vous avez réussi !» s'exclama Harry en claquant des dents. Mais avant qu'il eût fini sa phrase, l'arcade avait disparu, laissant la roche aussi nue et compacte qu'auparavant. Dumbledore regarda derrière lui. « Désolé, j'ai oublié, dit-il. » Il pointa sa baguette sur Harry dont les vêtements devinrent aussitôt secs et chauds, comme s'ils avaient été suspendus devant un bon feu. « Merci, » dit Harry avec reconnaissance, mais Dumbledore avait déjà reporté son attention sur la paroi de pierre. Il n'essaya pas d'autre sortilège et resta simplement là, à la contempler d'un regard intense, comme si quelque chose de passionnant y était inscrit. Harry demeura parfaitement immobile. Il ne voulait pas déranger la concentration de Dumbledore. Enfin, au bout de 2 bonnes minutes, celui-ci murmura « Incroyable, c'est tellement grossier. »« Qu'y a-t-il, professeur ?»« Je crois qu'on nous demande de payer pour passer, » expliqua Dumbledore, en glissant sa main valide à l'intérieur de la robe, d'où il retira un petit couteau d'argent, semblable à celui dont Harry se servait pour couper ses ingrédients en cours de potion. Payer, c'est étonnant. Il faut donner quelque chose à la porte. Oui, du sang, si je ne me trompe pas. Du sang. Je t'ai dit que c'était grossier, répondit Dumbledore d'un ton dédaigneux, déçu même, comme si Voldemort n'avait pas été à la hauteur de ce qu'il attendait de lui. L'idée, comme tu aurais pu le déduire toi-même, c'est que l'ennemi doit s'affaiblir avant d'entrer. Une fois de plus, Lord Voldemort n'a pas compris qu'il existe des choses bien plus terribles que les blessures physiques. Oui, mais quand même, si on peut les éviter, dit Harry, qui avait
eu suffisamment de mal dans sa vie pour ne pas être pressé de recommencer. Parfois, elles sont inévitables. D'un geste, Dumbledore remonta sa manche de sa robe, exposant son avant du côté de sa main noircie. Professeur, protesta Harry, en se précipitant vers lui, tandis que Dumbledore levait son couteau. C'est moi qui vais m'en charger. Je suis. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. Plus jeune, plus résistant. Mais Dumbledore se contenta de sourire. Il eut un éclair argenté, puis un jaillissement écarlate et la paroi de pierre fut éclaboussée de gouttelettes sombres et brillantes. C'est très gentil à toi, Harry, déclara Dumbledore. Il passait à présent le bout de sa baguette sur la profonde entaille qu'il avait faite dans son avant-bras, qui guérit instantanément, tout comme Rogue avait guéri les plaies de Malfoy. Mais ton sang vaut beaucoup plus que le mien. Ah, il semble que ça ait marché. À nouveau, le contour étincelant d'une arcade était apparu sur la paroi, et cette fois, il ne s'effaça pas. La surface rocheuse, contelée du sang, qui délimitait se volatilisa, ménageant une ouverture qui donnait sur une obscurité totale. Il vaut mieux que je passe devant, dit Dumbledore. Il franchit l'arcade, suivi de Harry, qui alluma à son tour sa propre baguette. Ils eurent alors sous les yeux une vision étrange, effrayante. Ils se trouvaient au bord d'un grand lac noir, si étendu que Harry ne parvenait pas à distinguer la rive opposée, dans une caverne si haute que le plafond restait également hors de vue. Une lueur verdâtre, nébuleuse, brillait au loin, là où semblait se situer le centre du lac, et se reflétait dans une eau parfaitement immobile. Cette lueur et la clarté projetée par les deux baguettes étaient les seules sources de lumière qui perçaient l'obscurité d'un noir satiné. Mais leur rayon ne parut pas pénétrer aussi loin que Harry l'aurait pensé. D'une certaine manière, l'obscurité était ici plus épaisse que la normale. Avançons, dit Dumbledore à voix basse. Prends bien garde de ne pas marcher dans l'eau. Reste près de moi. Il longea le lac, Harry sur ses talons. Le claquement de leurs pas résonnait sur l'étroite bordure rocheuse qui entourait l'eau. Ils marchaient, mais rien ne changeait autour d'eux. D'un côté, la paroi brute de la caverne, de l'autre, une étendue sans fin d'un noir lisse, vitreux, au milieu de laquelle brillait la mystérieuse lumière verte. Harry trouvait cet endroit et ce silence oppressant, angoissant. Professeur, croyez-vous que l'Horcrux est caché ici demanda-t-il enfin. Oh oui, répondit Dumbledore, ça j'en suis sûr. La question est, comment le trouver? Nous pourrions peut-être utiliser un sortilège d'attraction, proposa Harry, certain que sa suggestion était stupide. Mais il avait hâte de sortir d'ici le plus vite possible, même s'il n'était pas disposé à l'avouer. Nous pourrions, en effet, abonder Dumbledore, en s'arrêtant si brusquement que Harry faillit le heurter. Pourquoi n'essayes-tu pas? Moi, d'accord. Harry ne s'était pas attendu à cela, mais il s'éclaircit la gorge et lança à voix haute sa baguette brandie. Accio Horcrux. Avec un bruit semblable à une explosion, une forme massive et pâle surgit de l'eau noire à 5 ou 6 mètres d'eux. Avant que Harry ait pu voir ce que c'était, la forme avait replongé dans une gemme d'éclaboussure qui projetait des ondulations larges et profondes de la surface miroitante du lac. Sous le choc, Harry fit un bond en arrière, heurtant la paroi de la caverne. Son cœur battait à toute trompe lorsqu'il se tourna vers Dumbledore. Qu'est-ce que c'était? Quelque chose qui, je crois, se tient prêt à réagir si nous essayons de nous emparer de l'Horcrux,
si nous tentons ouvertement de mettre la main sur l'Horcrux. C'était une très bonne idée, Harry. La manière la plus simple est de découvrir ce que nous devons affronter. Mais nous ne savons pas ce que c'était que cette chose, fit observer Harry, en contemplant l'eau satinée à l'aspect sinistre. Ce que sont ces choses, tu veux dire, rectifia Dumbledore. Je doute fort qu'il n'y en ait qu'une seule. On continue, j'avoue, parce qu'il est pas rassurant du tout, genre. Professeur, oui, Harry. Vous pensez alors, allez, dans le lac. Dans le lac. Seulement si nous sommes malchanceux. Vous ne croyez pas que l'Horcrux pourrait se trouver au fond? Oh non, je crois qu'il se trouve au milieu. Dumbledore pointa l'index en direction de la lueur verte et brumeuse. Nous devons donc traverser le lac pour aller le chercher. Oui, j'en ai bien l'impression. Harry demeura silencieux. Ses pensées étaient peuplées de monstres aquatiques, de serpents gigantesques, de démons, de lutins et d'esprits maléfiques tapis au fond des eaux. Et bonsoir, comment ça va? Toi, Pi. Ah, dit Dumbledore qui s'arrêta à nouveau. Cette fois, Harry le heurta de plein fouet. Pendant un instant, il vacilla au bord de l'eau noire et la main valide de Dumbledore le saisit fermement et le tira en arrière. Désolé, j'aurais dû te prévenir. Recule vers le mur, s'il te plaît. Je crois que j'ai trouvé. Harry n'avait aucune idée de ce que Dumbledore voulait dire. Cet endroit de la rive était semblable à tout ce qu'il savait. Jusqu'à présent, Dumbledore semblait avoir fait une découverte. Cette fois, il passa la main pas sur la paroi rocheuse, mais dans les airs, comme s'il s'attendait à trouver un objet invisible qu'il pourrait saisir. Oh, dit-il d'un air joyeux, quelques instants plus tard. Sa main s'était refermée sur quelque chose que Harry ne pouvait voir. Dumbledore s'approcha de l'eau. Harry le regarda d'un air inquiet, tandis qu'il posait le bout de ses chaussures à boucles sur l'extrême bord du sol rocheux. Gardant en l'air sa main serrée, il leva l'autre bras et tapota son poing du bout de sa baguette. Aussitôt, une grosse chaîne d'un même cuivré surgit de nulle part, apparaissant dans sa main, émergeant des profondeurs du lac. Ah bah écoute, on a fait tous les bouquins d'Harry Potter. Là je suis rendu au 6e et je vais tous les lire. Bon, il en reste pas beaucoup, mais on lit tous les mardis soirs et tous les dimanches soirs, je lis 2 chapitres. Dumbledore donna quelques coups de baguette sur la chaîne, qui se mit à glisser entre ses doigts à la manière d'un serpent, et s'enroula sur le sol dans un cliquetis dont l'écho résonnait bruyamment contre les parois de pierre. La chaîne tirait quelque chose au fond de l'eau noire, et donna une exclamation en voyant la proue automatique d'un minuscule bateau de la même couleur verte cuivrée crever la surface et s'avancer vers eux, une bête à peine visible dans son sillage. Comment avez-vous découvert ça? Demanda Harry à pas de sourdi. La magie laisse toujours des traces, répondit Dumbledore, alors que le bateau heurtait la rive avec un léger bruit, et même parfois des traces très significatives. J'ai été le professeur de Tom Jedusor, je connais son style. Et merci beaucoup pour ton follow, c'est très gentil. Ce bateau n'est pas... Non, je ne le pense pas. Voldemort avait besoin d'un moyen de traverser le lac sans provoquer l'ire des créatures qu'il y a placées, au cas où il aurait voulu reprendre son Horcrux. Donc, ces choses qui se trouvent dans l'eau ne nous feront rien si nous empruntons le bateau de Voldemort. Je crois que nous devons nous y résigner, à un moment ou à un autre, se rendant compte que nous ne sommes pas de mort. Jusqu'à présent, cependant, nous nous sommes bien débrouillés. Elles nous ont laissé sortir le bateau de l'eau. Mais pourquoi n'ont-elles pas réagi? Demanda Harry, qui ne pouvait chasser de son esprit la vision de tentacules jaillissant de l'eau sombre dès le moment où il se serait éloigné de la rive. Voldemort devait raisonnablement croire que seul un très grand sorcier serait capable de découvrir le bateau, répondit Dumbledore. À ses yeux, l'hypothèse que quelqu'un d'autre le trouve était
hautement improbable. Il a donc pris ce risque, sachant qu'il avait dressé d'autres obstacles que lui seul avait la capacité de franchir. Nous allons voir s'il a eu raison. Ah, regarde à l'intérieur du bateau. Il était vraiment tout petit. Il ne me semble pas avoir été prévu pour deux. Est-ce que nous pourrons tenir dedans? Nous ne serons pas trop lourds. Dumbledore eut un petit rire. Voldemort ne se sera certainement pas soucié des questions de poids, mais plutôt de la quantité de pouvoir magique susceptible de traverser son lac. Je crois que ce bateau a été ensorcelé pour que ne puisse y monter qu'un seul sorcier à la fois. Mais alors, je ne pense pas que tu comptes. Ah, tu n'es pas majeur, et tu n'es donc pas un sorcier diplômé. Voldemort n'aurait jamais pensé qu'un garçon de 16 ans puisse parvenir jusqu'ici. Je ne crois pas que tes pouvoirs seront pris en considération comparés aux miens. Ces paroles n'étaient pas de nature à remonter le moral de Harry. Dumbledore l'avait sans doute compris, car il ajouta: c'est l'erreur de Voldemort, Harry. L'erreur de Voldemort. L'âge mûr devient sot et négligent lorsqu'il sous-estime la jeunesse. Passe le premier, cette fois, et fais bien attention de ne pas toucher l'eau. Dumbledore s'écarta et Harry monta avec précaution à bord du bateau. Dumbledore y prit place à son tour, déposant la chaîne enroulée au fond de l'embarcation. Ils étaient tellement serrés l'un contre l'autre que Harry ne put s'asseoir normalement et dut s'accroupir, ses genoux dépassant sur le côté du bateau, qui se mit aussitôt à avancer. On n'entendait que le bruissement de la proue qui fendait l'eau. Il glissait tout seul à la surface du lac, comme si un filin invisible l'avait tiré vers la lumière qui brillait au centre. Bientôt, ils ne virent plus les parois de la caverne. Ils auraient pu se trouver en pleine mer, sauf qu'il n'y avait pas de vagues. Harry baissa les yeux et vit les reflets d'or du vaisseau de sa baguette magique étinceler, scintiller sur l'eau noire. Le bateau creusait des rides profondes dans l'étendue lisse, tels des sillons dans un miroir obscur. Puis, Harry l'aperçut, d'un blanc de marbre, flottant à quelques centimètres sous la surface. « Professeur !» s'exclama-t-il. Sa voix effarée résonna avec force sous l'eau silencieuse. « Oui, ah, je crois que j'ai vu une main dans l'eau, une main humaine. »« Oui, sûrement, » répondit Dumbledore très calme. Harry contempla l'eau, cherchant des yeux, la main disparut, et une nausée lui monta à la gorge. « Alors, cette chose qui a jailli de l'eau tout à l'heure ?» Mais Harry obtint la réponse avant même que Dumbledore ait eu le temps de parler. Le rayon lumineux de sa baguette magique lui montra un peu plus loin un homme mort qui flottait à quelques centimètres sous la surface. Ses yeux ouverts avaient un regard flou, comme enveloppé de toiles d'araignée. Ses cheveux et sa robe ondulaient autour de lui, tels des volutes de fumée. « Il y a des cadavres là-dedans !» s'écria Harry, d'une voix beaucoup plus aiguë, très différente de celle de d'habitude. « Oui, » répondit Dumbledore d'un ton placide, « mais nous n'avons pas besoin de nous en soucier pour le moment. »« Pour le moment, » répéta Harry en son regard du lac pour se tourner vers Dumbledore. « Tant qu'il se contente de flotter paisiblement autour de nous, il n'y a rien à craindre d'un cadavre, Harry, tout comme il n'y a rien à craindre de l'obscurité. Lord Voldemort, qui, bien entendu, craint secrètement l'un et l'autre, ne serait pas d'accord avec cette affirmation. Mais une fois de plus, il relève son manque de sagesse. C'est l'inconnu qui nous fait peur quand nous contemplons la mort ou l'obscurité, rien d'autre. » Ah, resta silencieux. Il ne voulait pas discuter, mais l'idée que des cadavres flottent autour et au-dessous d'eux lui paraissait abominable. En plus, il ne croyait pas du tout qu'il soit inoffensif. « Mais l'un d'eux a sauté en l'air, dit-il, en s'efforçant de contrôler sa voix, pour qu'elle semble aussi mesurée et calme que celle de Dumbledore. Quand j'ai essayé le sortilège d'attraction, un corps a jailli de l'eau. »« En effet, admit Dumbledore, et je suis certain que lorsque nous aurons pris leur crux, ils seront beaucoup moins pacifiques. Mais comme de nombreuses créatures qui vivent
l'obscurité, et ils ont peur de la lumière et de la chaleur, que nous appelons donc à la rescousse si si le besoin s'en fait sentir. Le feu, ajouta Dumbledore avec un sourire, en réponse à son expression perplexe. Ah, bon, dit Harry. Il tourna la tête pour regarder la lueur verdâtre vers laquelle le bateau continuait d'avancer inexorablement. Il ne pouvait prétendre, à présent, qu'il n'avait pas peur. Le grand lac noir grouillait de cadavres, et il lui semblait qu'il s'était passé des heures et des heures depuis qu'il avait vu le professeur Trelawney, et qu'il avait donné à Ron et à Hermione le Félix Felicis. Il regretta soudain de ne pas avoir pris davantage de temps pour leur dire adieu. Il n'avait pas pu revoir Ginny. Nous y sommes presque, annonça Dumbledore d'un ton enjoué. En effet, la lumière verte paraissait enfin grandir, et quelques minutes plus tard, le bateau s'arrêta, heurtant doucement quelque chose que Harry ne vit pas tout de suite. Mais lorsqu'il leva sa baguette, il s'aperçut qu'il avait atteint une petite île de roches lisses qui émergeait du centre du lac. « Attention de ne pas toucher l'eau », répéta Dumbledore tandis que Harry quittait le bateau. L'île n'était pas plus grande que le bureau de Dumbledore, une surface de pierre plate et sombre sur laquelle il n'y avait rien d'autre que la source de cette lumière verte, beaucoup plus brillante vue de près. Harry l'observa en plissant les yeux. Tout d'abord, il pensa qu'il s'agissait d'une sorte de lampe, puis il vit qu'elle provenait d'un bassin de pierre assez semblable à une piscine posée sur un piédestal. Dumbledore s'en approcha, et Harry le suivit. Côte à côte, ils regardèrent à l'intérieur. Le bassin était rempli d'un liquide vert émeraude qui produisait cette lueur phosphorescente. « Qu'est-ce que c'est » demanda Harry à voix basse. « Je ne sais pas très bien, avoua Dumbledore. Quelque chose de beaucoup plus inquiétant que du sang, et des cadavres en tout cas. » Il remonta sa manche au-dessus de sa main noircie, et tendit ses doigts brûlés vers le liquide. « Monsieur, non, n'y touchez pas !»« Je ne peux pas y toucher, » répondit Dumbledore, en esquissant un sourire. « Tu vois, il m'est impossible d'en approcher plus près que ça. Essaye-toi. » Le regard fixe, avança la main dans le bassin. En essayant de toucher le liquide, mais une barrière invisible l'arrêta à 2 centimètres de la surface. Il eut beau pousser de toutes ses forces, ses doigts ne parvenaient pas à franchir cet obstacle immatériel, compact et rigide. « Écarte-toi s'il te plaît, Harry, » dit Dumbledore. Il leva sa baguette et exécuta des mouvements complexes au-dessus du liquide, chuchotant des paroles inaudibles. Rien ne se produisit, si ce n'est que le liquide brilla un peu plus. Harry demeura silencieux pendant que Dumbledore opérait, mais au bout d'un moment, il le vit abaisser sa baguette et sentit qu'il pouvait à nouveau parler sans crainte de l'interrompre. « Vous pensez que l'Horcrux est là-dedans, monsieur ? » ?»« Oh oui. » Dumbledore scruta plus attentivement l'intérieur du bassin. Harry vit son visage se refléter à l'envers de la surface lisse et verte du liquide. Mais comment l'atteindre ? On ne peut pas plonger la main dans cette potion. Il est impossible de la faire disparaître, de la fragmenter, de la vider, de la siphonner, de la métamorphoser, de l'ensorceler ou d'en changer la nature de quelque manière que ce soit. Presque machinalement, Dumbledore brandit à nouveau sa baguette, décrivit un cercle dans les airs et prit la coupe d'un cristal qu'il venait de faire apparaître. « J'en arrive à la conclusion qu'il faut la boire. »« Quoi ?» s'exclama. « Non. Si, j'en suis persuadé. Il n'y a qu'en la buvant que je pourrais vider le bassin et voir ce qu'il se cache dans les profondeurs. Et si elle vous tue ?»« Oh, je doute que ce soit le cas, » répondit Dumbledore d'un air dégagé. « Lord Voldemort ne voudrait pas tuer la personne qui aurait réussi à atteindre cette île. » Harry n'arrivait pas à y croire. Était-ce encore une fois la folle obstination de Dumbledore à voir le bien en chacun ? « Monsieur, » reprit Harry, en essayant d'adopter un ton raisonnable, « c'est de Voldemort que nous... » « Désolé, Harry, j'aurais dû dire plutôt qu'il ne voudrait pas tuer immédiatement la personne
personne qui aurait atteint cette île, rectifia Dumbledore. Il voudrait la maintenir en vie suffisamment longtemps pour découvrir comment elle a pu pénétrer ses défenses aussi loin, et surtout, pourquoi elle tenait tant à vider le bassin. N'oublie pas que Lord Voldemort croit qu'il est seul à connaître l'existence de ces Horcruxes. Harry voulut à nouveau parler, mais cette fois, Dumbledore leva la main pour lui imposer le silence. Les sourcils légèrement froncés, les yeux fixés sur le liquide vert émeraude, il réfléchit intensément. Sans aucun doute, dit-il enfin, cette potion doit avoir pour effet d'empêcher que je m'empare de l'Horcrux. Elle va peut-être me paralyser, me faire oublier pourquoi je suis ici, provoquer une douleur telle que j'en perdrai la tête, ou me rendre incapable d'agir d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, Harry, tu auras pour tâche de t'assurer que je continue à la boire, même si tu dois me la verser dans la bouche contre mon gré, tu comprends? Coucou K.O. Leurs regards se croisèrent au-dessus du bassin, leurs visages blafards éclairés par l'étrange lumière sapin. C'est pour cela que Dumbledore l'avait invité à l'accompagner, qu'il l'oblige à boire de force une potion qu'il allait peut-être lui causer une douleur insupportable. Tu te souviens à quelles conditions je t'ai emmené avec moi? Demanda Dumbledore. Harry hésita en le regardant droit dans les yeux. Mais dans le cas où tu as promis, n'est-ce pas, désobéir à tout ordre que je te donnerai? Oui, mais je t'avais pas dit qu'il y aurait peut-être des dangers. Oui, reconnut Harry, mais... Eh bien, nous y sommes, dit Dumbledore. Il remonta ses manches et leva la coupe vide. Ce sont mes ordres. Pourquoi ne pourrais-je pas la boire, la potion? Demanda Harry, dans une tentative désespérée. Parce que je suis beaucoup plus âgé, beaucoup plus habile et beaucoup moins utile que toi, répondit Dumbledore. Une bonne fois pour toutes, Harry. Est-ce que j'ai ta parole que tu feras tout ton possible pour m'obliger à boire cette potion jusqu'au bout? Je ne pourrai pas. Est-ce que j'ai ta parole? Mais... Ta parole, Harry. Ok, K.O. D'accord, mais... Avant que Harry ait pu émettre de nouvelles objections, Dumbledore abaissa la coupe de cristal. Pendant une fraction de seconde, Harry espéra qu'elle ne parviendrait pas à toucher la potion avec la coupe. Pas plus qu'avec les mains, mais le cristal s'y enfonça aisément. Lorsque la coupe fut remplie jusqu'au bord, Dumbledore l'approcha de ses lèvres. À ta santé, Harry. Et il la vida. Terrifié, Harry le regarda, se cramponnait si fort au bord du bassin qu'il ne sentait plus le bout de ses doigts. Professeur, dit-il, anxieux, tandis que Dumbledore abaissait une nouvelle fois la coupe vide. Comment vous sentez-vous? Dumbledore hocha la tête, les yeux fermés. Harry se demanda s'il souffrait. Glette, et il replongea la coupe dans le bassin, la remplit à nouveau et recommença à la boire. Sans dire un mot, Dumbledore vida 3 coupes de potion. K.O. Puis, au milieu de la 4e, il se mit à chanceler et tomba contre le bassin. Ses yeux étaient toujours clos, sa respiration haletante. Professeur Dumbledore, dit Harry, la voix tendue. Vous m'entendez? Dumbledore ne répondit pas. Son visage se contractait par instants, comme s'il était profondément endormi, mais plongé en plein cauchemar. Sa main, qui tenait la coupe, se relâchait, menaçant de renverser la potion. Harry tendit le bras et attrapa le verre de cristal pour le remettre droit. Professeur, vous m'entendez? Répéta-t-il avec force, ses paroles résonnant dans la caverne. Dumbledore respira avec difficulté, puis il exprima d'une voix que Harry ne reconnut pas, car jamais il ne l'avait vu si éveillé. Je ne peux pas. Qu'on ne m'oblige pas. Harry observa sans savoir que faire le visage blême qu'il connaissait si bien, le nez aquilin, les lunettes en demi-lune. N'aime pas, veut arrêter, gémit Dumbledore. Vous ne pouvez pas arrêter, professeur, répondit Harry.
vous continuez à boire. Vous vous souvenez, vous m'avez dit qu'il fallait avaler la potion jusqu'au bout. Tenez. S'en voulant à lui-même, dégoûté par ce qu'il faisait. Harry porta de force la coupe aux lèvres de Dumbledore et l'inclina pour l'obliger à boire le reste de son contenu. Non, grogna-t-il, lorsque Harry replongea la coupe dans le bassin pour la remplir à nouveau. Je ne veux pas qu'on me laisse. Ne vous inquiétez pas, professeur, dit Harry, la main tremblante. Tout ira bien, je suis là. Que ça s'arrête, se lamenta Dumbledore. Oui, ça va s'arrêter, mentit Harry. Il versa le contenu de la coupe dans la bouche de Dumbledore. Celui-ci poussa un hurlement qui retentit dans toute la caverne, au-dessus des eaux noires et mortes. Non, je ne peux pas. Il ne faut pas m'obliger, je ne veux pas. Tout va bien, professeur, tout va bien. Ah, c'est horrible, putain. Assura Harry d'une voix forte, ses mains si tremblantes qu'il ne put tout juste remplir la 6e coupe de potion. Le bassin était à présent à moitié vide. Aucun risque, il ne se passera rien, tout cela n'est pas, je vous le promets, ce n'est pas la réalité. Buvez maintenant, buvez. Docile, Dumbledore but la coupe comme s'il s'agissait d'une antidote que Harry lui offrait, mais lorsqu'il l'eut vidée, il tomba à genoux par de tremblements incontrôlables. C'est ma faute, entièrement ma faute, sanglota Dumbledore. Par pitié que ça s'arrête, plus jamais, plus jamais. Tout va s'arrêter maintenant, professeur. Promis Harry, là, alors qu'il versait le 7e verre de potion dans la bouche de Dumbledore. Dumbledore se recroquevilla, comme s'il était entouré d'invisibles tornitionnaires. Il agitait la main en tous sens et faillit renverser la coupe à nouveau remplie que Harry tenait en tremblant. Il ne faut pas leur faire de mal. Surtout ne pas leur faire de mal, gémit Dumbledore. Par pitié, c'est ma faute. C'est à moi qu'il faut faire du mal. Tenez, buvez ceci et tout ira bien, dit Harry d'un ton désespéré. Une fois de plus, Dumbledore obéit, ouvre la bouche, les paupières étroitement closes, parcourues de frissons, des pieds à la tête. Il tomba dans la boue et se remit à hurler en frappant le sol de ses poings pendant que Harry remplissait la 9e coupe. Pitié, par pitié, non, pas ça, je ne ferai n'importe quoi. Buvez, professeur, buvez. Dumbledore s'exécuta, tel un enfant mourant de soif, mais lorsqu'il eut terminé, il se mit à hurler à nouveau, comme s'il avait les entrailles en feu. Ça suffit, pitié, ça suffit. Harry remplit une 10e coupe et sentit le cristal régler le fond du bassin. C'est presque fini, professeur. Buvez encore ça, buvez. Il le soutint, en le prenant par les épaules, et Dumbledore vida son verre. Harry se releva et remplit encore la coupe, tandis que Dumbledore poussait un cri d'angoisse pire que jamais. Je veux mourir. Que ça s'arrête, je veux mourir. Buvez ceci, professeur, buvez. Dumbledore obéit. À peine eut-il fini qu'il hurla. Qu'on me tue. Cette coupe vous tuera, dit Harry, haletant. Buvez-la, et ce sera terminé, complètement terminé. Dumbledore avala le liquide jusqu'à la dernière goutte. Puis, dans un long râle, il roula sur lui-même, face contre terre. Non, s'écria Harry, qui s'était relevé pour remplir la coupe une nouvelle fois. Il la laissa tomber dans le bassin et se précipita aux côtés de Dumbledore, qui le retourna sur le dos. Ses lunettes étaient de travers, sa bouche largement ouverte, ses yeux clos. Non, supplia Harry en le secouant. Non, vous n'êtes pas mort. Vous avez dit vous-même que ce n'était pas du poison. Réveillez-vous. Vigor, s'exclama-t-il, sa baguette pointée sur la poitrine de Dumbledore. Il y eut un éclair rouge, mais rien ne se produisit. Revigor, monsieur, s'il vous plaît. Dumbledore battit des paupières. Le cœur de Harry se mit à battre plus fort. Êtes-vous de l'eau, dit Dumbledore d'une voix rauque. De l'eau, haleta Harry, oui. Il se leva d'un bond
laissait au fond du bassin, apercevant à peine le médaillon d'or niché en dessous. Aquamenti, hurla-t-il, donnant un coup de baguette magique sur le verre qui se remplit d'eau claire. Harry se laissa tomber à genoux à côté de Dumbledore, lui souleva la tête et porta la coupe à ses lèvres, mais elle était vide. Dumbledore gémit, la respiration soudain saccadée. Pourtant elle était pleine. Attendez, Aquamenti, répéta Harry. Sa baguette pointait sur la coupe. Une nouvelle fois, de l'eau claire brillait dans le cristal, mais lorsqu'il l'approcha des lèvres de Dumbledore, elle disparut. J'essaye, monsieur, j'essaye, lança Harry désespéré. Il ne pensait pas, cependant, que Dumbledore puisse l'entendre. Il avait roulé sur le côté et respirait difficilement. Des râles profonds, douloureux, s'échappant de sa gorge. Aquamenti, Aquamenti, Aquamenti. La coupe se remplit puis se vida encore une fois. La respiration de Dumbledore faiblissait à présent. Paniqué, ses pensées tourbillonnaient dans sa tête. Harry sut instinctivement comment obtenir de l'eau, car c'était ce que Voldemort avait prévu. Il se jeta au bord du lac et y plongea la coupe, la ramenant pleine d'eau glacée, qui ne se volatisa pas. « Monsieur, tenez !» s'écria Harry, se ruant en avant, le bras tendu. Il versa maladroitement le contenu de la coupe sur le visage de Dumbledore. Il aurait été bien en peine de faire mieux, car la sensation glacée qu'il éprouvait sur l'autre bras n'était pas due à la fraîcheur de l'eau. Une main blafarde et visqueuse lui avait agrippé le poignet, et la créature à laquelle elle appartenait le tirait lentement en arrière sur le sol de pierre. La surface du lac n'était plus lisse comme un miroir. Des remous l'agitaient et partout où regardait Harry, des têtes et des mains blanchâtres émergeaient de l'eau noire. Des hommes, des femmes, des enfants, leurs yeux sans vie, enfoncés dans leurs orbites, avançaient vers l'îlot rocheux. Une arme de guerre surgissant des profondeurs. Petrificus totalus, hurla Harry. Il s'accrocha de toutes ses forces à la surface lisse et humide de l'île, la baguette pointée vers les Il saisit le banc. La créature le lâcha, remontant en arrière dans un bruit d'éclaboussure. Harry parvint tant bien que mal à se relever, mais de nombreux autres Invis grimpaient déjà sur le rocher. Leurs mains osseuses s'agrippaient à la pierre glissante, le visage émacié. Ils le lorgnaient de leurs yeux vides glacés, des haillons détrempés traînant derrière eux. Petrificus totalus s'écria à nouveau. Il recula en donnant un grand coup de baguette dans les airs. 6 ou 7 Inferi s'effondrèrent, mais d'autres continuaient d'avancer vers lui. Impedimenta, incarcerem. Plusieurs d'entre eux trébuchèrent, un ou deux ligotés par des cordes, mais ceux qui se hissaient sur le rocher à leur suite marchaient sur leurs corps tombés à terre ou les enjambaient. Sans cesser de fendre l'air de sa baguette, Harry hurla « Sectus Sempra, Sectus Sempra !» Des entrailles apparurent dans leur guenille ruisselante, sous leur peau glacée. Mais ils n'avaient aucun sang à verser, et ils continuaient d'avancer, insensibles à toute douleur, leurs mains tétinées, tendues vers lui. Il recula de plus en plus loin, et sentit alors des bras se refermer sur lui, par derrière, des bras sans chair, froids comme la mort. Ses pieds quittèrent le sol, il le soulevait, l'emportait, lentement, inexorablement, en direction de l'eau. Il savait qu'il ne le lâcherait plus, qu'il se noierait et deviendrait l'un des gardiens morts d'un fragment de l'âme éclatée de Voldemort. Mais soudain, à travers l'obscurité, un feu jaillit tout autour de l'île, en un cercle de flammes écarlates et dorées. Les Inferi, qui maintenaient dans leur étreinte, chancelèrent, vacillèrent, n'osant franchir les flammes pour retourner dans l'eau. Ils le relâchèrent enfin, et Harry retomba. Dans sa chute, il glissa sur la pierre et s'effondra en égorgeant ses bras. Il se releva péniblement et regarda de tous côtés, sa baguette brandie. Dumbledore était à nouveau debout, aussi pâle que les Inferi, mais plus grand, le reflet du feu dansant dans ses yeux. Il avait levé sa baguette à la manière d'une torche
flamme jaillissait de son extrémité comme un grand lasso qui les enveloppait de chaleur. Les Inferi se cognaient les uns contre les autres pour essayer d'échapper à l'aveuglette de cercle de feu dans lequel ils étaient enfermés. Dumbledore prit le médaillon au fond du bassin et le glissa à l'intérieur de sa robe. Sans un mot, il fit signe à Harry de revenir à côté de lui. Affolés par les flammes, les Inferi ne semblaient pas voir que leur proie s'échappait, tandis que Dumbledore ramenait Harry vers le bateau, l'anneau de feu se déplaçant avec eux, les entourant. Les Inferi, désemparés, les suivirent jusqu'au bord, puis, soulagés, s'enfoncèrent à nouveau dans les eaux sombres. Harry, qui tremblait des pieds à la tête, pensant pendant un instant que Dumbledore ne parviendrait pas à monter à bord du bateau. Il chancelait en essayant de le rejoindre, tous ses efforts tendus pour maintenir autour d'eux le cercle de feu protecteur. Harry le prit par le bras et l'aida à s'asseoir. Lorsqu'ils furent à nouveau serrés l'un contre l'autre, le bateau, toujours cerné de flammes, s'éloignait de l'îlot rocheux et les Inferi, qui grouillaient au-dessous d'eux, n'osèrent pas apparaître à la surface. Monsieur, dit Harry, le souffle court, j'avais oublié pour le feu. Et ils avançaient vers moi et j'ai paniqué. C'est très compréhensible, murmura Dumbledore. Harry s'inquiéta d'entendre sa voix si faible. Ils tournèrent là, avec une petite secousse, et Harry sauta à terre, puis se retourna pour aider Dumbledore. Dès que celui-ci eut posé le pied sur le sol, il laissa retomber sa baguette, Le cercle de feu s'évanouit, mais les Inferi ne se montrèrent plus. À nouveau, le petit bateau s'enfonça dans l'eau. D'un temps et cliquetant, la chaîne disparut à son tour dans les profondeurs du lac, en ondulant comme un serpent. Avec un profond soupir, Dumbledore s'adossa contre les parois de la caverne. « Je me sens très faible, dit-il. »« Ne vous inquiétez pas, monsieur, » répondit Harry, anxieux, en voyant son extrême pâleur et son air épuisé. « Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à sortir d'ici. Appuyez-vous sur moi. » Passant le bras valide de Dumbledore autour de ses épaules, Harry le guida le long de la rive, supportant le plus gros de son poids. La protection était finalement bien conçue, balbutina Dumbledore d'une voix éteinte. Il était impossible d'y arriver tout seul. Tu as été très bien, Harry, très bien. Ne parlez pas, murmura Harry, effrayé d'entendre sa voix inarticulée, de sentir ses pieds traîner par terre. Économisez vos forces. Nous serons bientôt sortis. L'arcade a dû se refermer. Couteau. Ce n'est pas nécessaire, je me suis coupé en tombant sur le rocher, dit Harry, d'un ton décidé. Indiquez-moi seulement l'endroit. Ici. Harry se frotta contre la pierre son bras écorché. Ayant reçu son tribut de sang, l'arcade se rouvrit instantanément. Il traversa la caverne extérieure et Harry était plongé dans l'eau glacée qui remplissait la crevasse de la falaise. Tout ira bien, monsieur, répéta Harry à plusieurs reprises, plus préoccupé par le silence de Dumbledore qu'il ne l'avait été par la faiblesse de sa voix. Nous y sommes presque. Je peux nous faire transplaner tous les deux, ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas, Harry. Je ne m'inquiète pas, Harry, répondit Dumbledore, la voix un peu plus ferme malgré l'eau glacée. Je suis avec toi. Merci, Anna, c'est fini pour ce du truc. C'est dur, putain. C'était si dur. Ah ouais, c'était. Ouais, si ça fait du bien. Je sais pas comment je vais dire le prochain chapitre, putain. Je sais pas. Un chouinet là, ça va être épouvantable. Oh, si ça va être dur. Enfin, je crois qu'en fait, mardi et dimanche, parce qu'on finit dimanche normalement. Si mes calculs sont exacts, on finit dimanche. Ça va être épouvantable. Je sais pas pourquoi j'ai entrepris de faire ça. Moi, je sais pas. Voilà. Je vais chouiner, hein, c'est sûr. C'est. Passage épouvantable.
par psychologie.